Bon ben voilà, je suis tout seul dans la boutique, c'est le soir, c'est un peu effrayant. Il y a de l'écho en plus. Écho, écho, écho. Impressionnant, hein? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Oui, je suis tout seul. Parce que oui, si vous suivez la chaîne, ben vous le savez, mes deux compères Alice et Alex, coucou les copains, sont partis en vacances. Moi j'en reviens. Ça fait du bien les vacances, mais qu'est-ce que c'est bien. Partez en vacances, vous aussi, moi je vous le conseille, essayez, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Durant les vacances, j'ai joué un petit peu, évidemment. J'ai joué à quoi? J'ai joué à Knight, le jeu de rôle. Oui, ça fait plus d'un an qu'on joue à Knight avec Alice, Alex et les copains. Salut les copains de la table de jeu de rôle. C'est un jeu de rôle français, c'est un jeu de rôle avec une thématique science-fiction futuriste d'ici 10-20 ans. Attention, des monstres horribles, des ténèbres vont attaquer le monde. Et nous sommes des chevaliers en méta-armure à la Iron Man, des chevaliers de la table ronde et on doit sauver le monde. Qu'est-ce que c'est bien Knight. J'ai joué également à Tainted Grail. Tainted Grail, j'ai commencé la campagne avec les copains rôlistes toujours d'ailleurs, et c'est très bien Tainted Grail, je n'y avais jamais joué. On est sur du jeu narratif, d'exploration de monde, ça fait un petit peu penser à le 7e continent, j'allais dire Seven Wonders, non n'importe quoi, le 7e continent, dans une thématique un peu plus dark. Autour des mythes des chevaliers de la table ronde. À nouveau, oui, c'est une thématique de mes vacances a priori. C'est très narratif, un système de combat et de résolution de dialogue sans dés avec du chaînage de cartes. J'adore le chaînage de cartes. Bref, c'est une excellente surprise, c'est vraiment très bien, mais tout le monde le savait, mais moi je n'y avais pas joué, je vous le dis, c'est vraiment bien. Et j'ai également joué à Elden Ring, le jeu vidéo. Voilà, ça n'a rien à voir, mais bon, thématique table ronde en fait, hein, au final. On va commencer cette vidéo, bien sûr. Comme tout début de vidéo, je vais avoir deux petites choses à vous dire. La première chose à vous dire, c'est qu'il y a une offre en ce moment. Cette offre qui vous dit que pour 20 jeux Lucky Duck Games, achetez un Mint offert. Les Mints, eh bien, ce sont ces petits jeux Mint Coopérative, Mint Delivery et Mint Works. Il y en a plein, et c'est très très cool ces petits formats parce que c'est les vacances, parce que les boîtes métal qu'on peut trimballer partout, on aime beaucoup ça, et puis parce que c'est des jeux offerts pour 20 € d'achat, donc il faut en profiter, c'est tout. Offre qui va durer jusqu'au 27 août. J'adore l'affiche parce qu'ils ont marqué si, prenez un chewing-gum, Émile. Il y a des références cinématographiques. Je me balade à l'autre bout de la boutique parce que j'ai oublié de prendre des trucs. Et la deuxième chose que je dois vous dire, eh bien, c'est qu'il y aura un focus en fin de vidéo. Oui, j'aime me donner une charge de travail supplémentaire, mais c'est pour une bonne raison. C'est pour vous parler de Critical Fondation saison 1, une boîte d'initiation au jeu de rôle très complète, très bien faite. J'ai adoré, j'ai envie de vous parler. C'est en fin de vidéo. Et on rentre dans le dur de cette vidéo avec les nouveautés tant attendues, avec les 3 nouveaux microgames de chez Matago. Il y a les rizières du Cambodge, l'île des prédateurs, et la crypte de Sedlec. L'île des prédateurs. Dans l'île des prédateurs, vous allez constituer une île de 4 cartes sur 4 cartes, 16 cartes d'animaux qui vivent sur cette île, et vous allez recréer la chaîne alimentaire. Les animaux vont se manger les uns les autres. Il faudra, pour que vous remportiez la partie, qu'à la fin de la partie, il n'y ait plus que 3 animaux, ou moins sur l'île évidemment. S'il n'y en a plus qu'un, c'est un perfect. Comment est-ce que ça va se jouer? Eh bien c'est très simple, vous voyez ces animaux, ils sont numérotés. À chaque tour, je vais choisir l'un des prédateurs et je vais pouvoir le faire manger. Par exemple, si je choisis le tigre, eh bien, il pourra manger les animaux autour de lui de manière orthogonale, mais pas n'importe lesquels. Ce sera toujours les 3 valeurs inférieures. On voit ici que le tigre peut manger les valeurs 10, 11, 9. Donc, je vais choisir de descendre et d'aller manger le loup. Hop là, le loup est désormais dans l'estomac du tigre. Attention, il y a une condition, ici ça me dit au prochain tour, le prédateur doit se déplacer de 2 cases pour manger. Cette condition, je suis obligé de l'appliquer. Des fois elle va m'arranger, des fois pas du tout, il va falloir que je fasse en sorte qu'elle m'arrange, bien évidemment.
Sinon, eh bien, on risque de se retrouver coincé. Si à un moment vous vous retrouvez coincé, vous ne pouvez plus rien faire, vous avez perdu la partie. C'est donc un puzzle game, c'est un jeu de réflexion. Donc par exemple, ici, ça me dit le prédateur doit se déplacer de 2 cases pour manger. Je pourrais faire déplacer à nouveau le tigre pour aller manger le renard, mais je peux choisir évidemment un autre prédateur, et ça pourrait être le serpent qui va manger le rat. Et donc à ce moment-là, le serpent se retrouvera dessus, et je ferai l'effet du serpent qui dit intervertissez l'emplacement de 2 animaux. Et il va falloir s'en servir de la meilleure manière possible. Alors, il y a 2 animaux qui vont vous donner un coup de main, c'est la baleine et le requin. Vous pouvez les utiliser une fois chacun par partie et ils vont vous permettre de faire des déplacements sur le plateau, déplacements pour essayer de rapprocher des animaux de la manière où ça vous ferait gagner. Donc, imaginez qu'il y a des cases, un déplacement valide, ça pourrait être ceci pour cette carte-là, mais ça peut être également ceci. Vous imaginez qu'il y a des cases, que l'île est composée de cases à l'infini en dehors d'elle. Bon, évidemment, on va pas le mettre trop loin parce que sinon, pour le manger, ça va être compliqué. L'idée prédateur, donc c'est un petit jeu solo à partir de 8 ans pour environ un quart d'heure, 20 minutes. Les rizières du Cambodge. Un jeu de duel, donc un jeu pour 2 personnes, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ un quart d'heure, 20 minutes. C'est un jeu de construction, d'optimisation de plateau qui va se jouer en 2 phases. Première phase, c'est la période humide, c'est la saison humide, donc vous allez recevoir des cartes que vous allez avoir en main. On va les drafter en fait, face à face, on va s'échanger les cartes. Dans ma main, je vais choisir 2 cartes, l'une que je vais ajouter à mon plateau et une qui va aller au milieu, entre les 2 joueurs, pour la phase de jeu suivante. Cette carte, je vais pouvoir la mettre donc sur mon plateau, en faisant des continuités de chemin. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez donc ici que ma carte, je l'ajoute ici. J'ai donc bien fait une continuité de chemin. Les cartes, on peut les mettre dans le sens que l'on souhaite, à peu près n'importe où sur le plateau, à partir du moment où vous faites une continuité de chemin. C'est assez inhabituel comme style de jeu de positionnement de cartes, d'optimisation. C'est agréable, ça change. Le but du jeu, ça va être donc de faire des zones fermées, puisque c'est ça qui va vous faire marquer des points, en regardant donc les éléments qui sont à l'intérieur de vos zones fermées. Mais également, en début de partie, vous allez recevoir un personnage, un ancêtre, qui va déterminer la manière dont vous allez gagner des points supplémentaires. Fais-moi un joli zoom, voilà. Et les illustrations sont magnifiques. Des personnages, il y en a énormément, puisque chaque carte de rizière est une carte de personnage également. Grosse rejouabilité à ce niveau-là. Vient ensuite la saison sèche. Là, vous n'allez plus drafter les cartes. Il y a 6 cartes qui se trouvent au milieu entre les 2 joueurs. Et chacun notre tour, en commençant par le joueur qui a le moins de points actuellement, on va prendre une carte et on va aller la placer. Il est possible, comme vous voyez, de faire des trous, des zones non terminées. On va éviter de le faire. Pas comme moi parce que c'est pas du tout optimisé. Il s'agit donc d'un vrai jeu d'optimisation. C'est très malin, c'est très inhabituel cette manière de poser les cartes et les illustrations sont vraiment magnifiques. Une fois de plus, dans cette gamme de micro-games, on a un jeu qui propose très peu de cartes et une grande profondeur de jeu. Il est 20h30, il fait super chaud. La crypte de Sedlec, c'est donc le dernier dans ces nouveautés des micro-games, un jeu pour 2 à 3 personnes pour des parties d'environ un quart d'heure, 20 minutes. À 2, ça peut aller vite une fois qu'on maîtrise bien. À partir de 8 ans à nouveau, c'est un jeu à nouveau de pose de tuiles, d'optimisation très malin, avec une bonne gestion du timing, du tempo auquel vous allez jouer vos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? On va aller construire l'ossuaire de Sedlec. Le saviez-vous? L'ossuaire de Sedlec se trouve en République tchèque. C'est une église avec des ossements d'humains qui servent de voûte et de chandeliers, des crânes, des tibias, ce genre de choses. Voilà, merci Wikipédia. Il y a un cimetière avec 6 emplacements, donc des tas de 3 cartes. Il va y avoir 2 tas sur lesquels on va retourner des cartes et chacun notre tour, on va jouer, on va pouvoir récupérer, retourner des cartes de ce cimetière et puis aller les placer devant soi pour aller former une pyramide. Les personnages, les crânes de personnages, suivant leur métier de leur vivant, vont vous faire marquer plus ou moins de points selon comment vous les avez agencés. Alors, comment ça se joue? C'est très simple, on va jouer chacun notre tour. Quand c'est à moi, j'ai le choix entre 3 actions. Je peux décider de creuser. Admettons les cartes qu'il y a ici ne me plaisent pas. Je vais retourner la carte du dessus de 2 piles différentes. Et parmi les 2 cartes que j'aurai retournées, je vais être obligé d'en choisir une et la mettre dans ma main. Ou alors, je décide de ne pas faire ça. Je peux faire l'action d'exhumer et parmi les cartes qui me sont déjà proposées, je vais en prendre une et je vais l'ajouter dans ma main.
attention, dans ma main, il ne peut pas y avoir plus de 2 cartes. Et la troisième action, eh ben, ça va être de jouer une carte. Alors évidemment, si j'ai 2 cartes en main, je vais être obligé de faire cette action. Là, je n'ai qu'une carte en main, je choisis de la faire quand même. Je la mets devant moi, tout simplement. Les cartes suivantes pourront venir à droite, à gauche, peu importe. Le but du jeu, ça va être donc de construire sa pyramide, hop là, qui n'aura pas la même tête suivant le nombre de joueurs. Est-ce qu'on arrive à faire le point à nouveau? Voilà, parfait. Évidemment, quand vous construisez les bases, vous allez pouvoir passer donc aux 2 étages supérieurs. Et lorsque votre pyramide sera complétée, eh bien, on va regarder donc les points. Les points, comment fonctionnent-ils? Hop là, c'est très bien fait, c'est au dos de cette carte. Et bien, suivant donc le personnage de chacune des cartes, il va vous faire gagner plus ou moins de points selon certaines conditions. Vous avez donc les rois. Les rois sont donc ici avec la couronne. Évidemment, s'ils sont au-dessus d'autres rois ou de paysans, ça fait 1 point pour chaque roi et paysan recouvert, donc aux étages inférieurs de la pyramide. Les paysans, ils sont contents. Ils sont là, ils sont contents, ils sont pas du tout rejetés de tout le monde comme toute leur vie, ils n'ont pas fini dans la fosse commune, donc ils sont contents, ça fait 1 point. On a ici les prêtres. Les prêtres, ils vous font marquer 2 points par niveau, 3 étages, donc possiblement 6 points. Ça sert à rien de mettre plusieurs prêtres sur le même étage. Nous avons les romantiques. Les romantiques, il faut faire des paires de romantiques, ce sont des amoureux. Et donc, eh bien, ça fait 6 points. Voilà, et sinon, ça fait pas de points. Donc c'est risqué, mais ça peut être très bénéf. Et pour terminer, les criminels. Hop là, j'en ai un de criminel ici, avec le couteau dans l'œil, il a très mal fini. Le criminel, eh bien lui, il vous fait gagner 2 points s'il est adjacent à un prêtre. C'est une histoire de repentir, c'est beau. La crypte de Sedlec, c'est très malin et il faut avouer que à nouveau avec très peu de cartes on arrive à faire quelque chose de très complet, de très profond. Je vous l'ai dit, il y a cette histoire de timing, est-ce que je continue à piocher des cartes ou est-ce que finalement je joue celle qu'il y a dans ma main, mais je vais peut-être du coup laisser la possibilité aux autres joueurs de prendre des choses qui vont m'intéresser. Il y a un côté un peu prise de risque, c'est vraiment de bonnes sensations de jeu et une fois qu'on sait jouer ça peut aller super vite. On passe à la suite. Et bien la suite, ce sont ces petits paquets de mages alternatifs pour Res Arcana, donc jeu de base, et Lux et Tenebrae. Alors voilà, il n'y avait pas assez de rejouabilité dans Res Arcana, donc on a rajouté des mages. En même temps, Res Arcana c'est vraiment bien. Ça fait toujours plaisir d'avoir des trucs en plus. Et donc, qui dit mage alternatif, dit ce ne sont pas des mages supplémentaires. Non, non, en fait, ils sont là pour remplacer les mages qui sont donc dans les boîtes de base. Et ils vont proposer des pouvoirs différents, ils vont proposer des ressources différentes pour toujours plus de rejouabilité dans Res Arcana. Alors là, je me suis régalé parce que je vais vous présenter 3 jeux, ces 3 jeux Ori Games. Et ce qui est très très cool quand on présente des jeux Ori Games à la boutique, c'est que pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, nous, on regarde les petits pitchs. Les petits pitchs, c'est la chaîne de Ori Games, où il y a Tatiana qui vous parle de ces jeux, et c'est franchement une des meilleures chaînes de jeux de société. Alors évidemment, il ne parle que des jeux Ori Games, c'est le principe, mais c'est drôle, c'est pertinent, on a une excellente synthèse des jeux. Bref, allez regarder les petits pitchs. Salut les petits loups. Elle dit jamais ça, personne ne dit ça d'ailleurs. Alors le premier jeu de cette série Ori Games, c'est le petit Cabot, un jeu pour 2 à 5 personnes à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un petit jeu de cartes dans lequel on va avoir chacun 4 cartes face cachée devant soi. Donc là j'ai fait une mise en place pour 3 personnes, une pioche, une petite défausse avec déjà une carte au début. Et ces cartes donc elles sont numérotées de 0 à 13. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire le moins de points possible. Dès qu'un joueur fera 100 points, la partie s'arrête. Il ou elle se tape la honte parce qu'il y a probablement un score qui dépasse l'entendement. Et le but du jeu, donc, c'est d'avoir le score le plus proche de 0. Quand je pense, à mon tour, que j'ai devant moi un score très très bas, je vais pouvoir dire Cabot. On va tous retourner nos cartes et on va donc vérifier le score. Si c'est moi effectivement qui ai le score le plus bas, je vais marquer 0 points. C'est une excellente nouvelle. Les autres joueurs, ils vont marquer le score de leur carte, tout simplement. Par contre, si j'ai dit Cabot, et que en fait c'est pas moi qui ai le moins de points, on va quand même compter mon score mais on va rajouter plus 10 points. Normal. Alors évidemment, avant de crier Cabot, on va faire des choses, hein, on va avoir différentes actions. Quand c'est mon tour par exemple, eh bien je peux prendre la carte du dessus de la défausse, donc là c'est un 11. Pourquoi pas, ça me paraît pas très tactique, mais enfin c'est pour vous montrer. Et je vais l'échanger avec l'une de mes cartes, celle de mon choix. Vous voyez que désormais j'ai une carte devant moi qui est face visible. Autre chose que je peux faire à mon tour, eh bien je vais piocher la carte du dessus de la pioche, je la consulte et donc là j'ai 2 options. Soit je viens secrètement, personne n'a vu ce que c'était, faire un échange avec une autre de mes cartes. Donc là je vous le dis, j'ai pris un 7, j'ai viré un 9, c'est pas mal. Ou alors, je vais la défausser.
et je vais pouvoir faire le pouvoir de la carte. Il y a certaines cartes qui vont vous offrir un petit pouvoir bien sympa. Vous allez avoir le pouvoir d'espionner qui vous permet d'aller regarder ce qui se passe chez les autres joueurs. On regarde une carte, on essaye de s'en souvenir, sauf quand on a une mémoire catastrophique comme moi, mais enfin ça peut être très utile quand on est bien équipé là-dedans. Il y a un pouvoir d'échanger. Et là, vous le sentez, on va s'embêter à mort. Je sais ce que tu as, j'en ai vraiment envie. J'ai un 12 ici, il m'intéresse pas trop. Hop là, échange. Et pour terminer, un petit pouvoir de regarder. Bah oui, parce que au début, toutes les cartes sont face cachée. Elles vont être face cachée une bonne partie de chacune des parties, chacune des manches. Et ça me permet de regarder une carte à moi. Les cartes des autres joueurs, c'est espionner, vous l'avez compris. Les règles sont aussi simples que ça. Il y a 2-3 petites astuces, 2 petites règles supplémentaires. Je vous dis pas tout, mais avec des petits coups de Trafalgar, des petits retournements de situation à faire. Notamment, il y a une règle que j'aime beaucoup qui s'appelle le kamikaze et non pas kamikaze. Parce qu'en fait, kami, ça veut dire divin en japonais et kaze, c'est le vent. Donc en fait, c'est le vent divin. Wikipédia. Et donc en fait, si en fin de manche, vous avez devant vous 2-12 et 2-13, vous faites un kamikaze, vous marquez 0 points, les autres joueurs ils prennent plus 50 points. Ça fait très très mal et en même temps, il fallait prendre le risque de le faire parce que peut-être que vous n'allez pas réussir. À vous de voir. Du coup, Cabo, c'est vraiment le petit jeu parfait pour l'été. Alors il reste le mois d'août, même le mois de septembre, quelque part, il fait encore très beau, il y a plein de personnes qui sont en vacances en septembre, ils ont bien raison. Il a plein de qualités, son petit format, la boîte métal, on a envie de l'emmener parti. On a envie de l'emmener partout. Alors évidemment, il peut souffrir de la comparaison avec un certain Skijo, ouais, mais en même temps, il se démarque pas mal, notamment dans le fait qu'il y a des pouvoirs. Les pouvoirs sont pas totalement chaotiques, parce que derrière, si vous en servez mal, ça servira à rien. Si vous vous souvenez pas de ce que vous avez vu, ça va servir à rien. Et puis il y a beaucoup plus d'interaction entre les joueurs. On fait moins son petit loto, chacun dans son coin. Alors je suis pas en train de dire que Skijo c'est pas bien. En termes de vente, on le sait très bien que Skijo, ça plaît au plus grand nombre. Mais c'est une excellente proposition en alternative. Alors là, il y a 2 ovnis, je sais juste pas par lequel commencer. Bon allez. Petite mise en place, petite mise en place, petite mise en place, petite mise en place. Alice is Missing, un jeu d'enquête narratif. J'adorerais pouvoir vous dire que j'y ai joué et pouvoir vous raconter tous les petits secrets, toutes mes émotions que j'ai senties durant cette partie. Pourquoi est-ce que quand on ressent ça c'est génial, etc. Non, c'est pas le cas. Par contre, je vais pouvoir bien vous en parler parce que ça fait 6 mois que je l'attends celui-ci. Et vous pouvez demander à Alice et Alex, je les ai quand même bien tannés avec ça. Alors je suis pas le seul à l'attendre, hein. Alice et Alex l'attendent aussi avec une grande impatience. Voilà, il est enfin à la boutique. Alice is Missing, donc c'est un véritable petit ovni. Sur la boîte, il y a marqué une enquête narrative immersive. C'est tout à fait vrai. Ceci dit, on est plus du côté du jeu de narration pure, avec une thématique d'enquête, même s'il y a des éléments d'enquête en termes de gameplay, vous allez voir. De quoi ça parle? Eh bien, tout est dans le titre. Alice is missing. Alice a disparu, donc pas ma Alice à moi, enfin si elle est en vacances, mais pas ma Alice à moi. C'est une lycéenne dans une petite ville aux États-Unis et elle a disparu. Il s'est peut-être passé quelque chose de grave. Nous, les joueurs, on va chacun incarner un personnage, un proche d'Alice. Et on s'inquiète de sa disparition. Donc, c'est un jeu de rôle puisqu'on va jouer un personnage, mais ce personnage, vous n'allez pas l'incarner comme dans la plupart des jeux de rôle façon théâtre, non. Puisqu'en fait, on va communiquer uniquement à l'écrit. SMS, Telegram, WhatsApp, ce que vous voulez. Donc, la partie commence, il y a une mise en place. Avant de jouer, avant de partir dans le cœur du jeu. Une mise en place où on va chacun choisir un personnage, donc il y a des sortes de personnages préconstruits, hein, évidemment. On va chacun en choisir un. On va se l'approprier, c'est-à-dire que si je joue un personnage et que à une autre partie, je choisis exactement le même personnage, je ne serai pas obligé de lui mettre la même personnalité, ni même tout à fait la même relation avec Alice. C'est ce qui va apporter notamment de la rejouabilité. Il y a évidemment, comme dans la plupart des jeux de rôle, une phase où on va déterminer un petit peu l'ambiance que l'on souhaite. Vous l'avez vu, Alice a disparu, donc ça peut être un thème assez lourd.
on peut aller dans le gore, on peut aller dans le sanglant, mais il faut que tout le monde autour de la table soit d'accord. Ça, c'est un principe très très important et il y a un temps qui va être dédié à ça. Ou alors au contraire, on a envie que ça soit léger, on a envie que ça soit fun, on a envie de se marrer et on peut aussi très bien le jouer comme ça. Une fois qu'on a fait le setup, une fois que tout le monde a choisi son personnage, une fois qu'on est tous d'accord, là on va rentrer dans le cœur du jeu. On va lancer la BO, la bande son qui dure 90 minutes. Au bout de 90 minutes, ce sera la fin de la partie. Et à intervalles réguliers dans la partie, il va y avoir des cartes qui vont être tirées, des cartes d'événements, des cartes de personnages, des suspects qui vont se révéler finalement être innocents, ou peut-être pas. Ce ne sera pas forcément les mêmes cartes à chaque partie, elles vont pas forcément se révéler dans le même ordre. C'est ce qui va faire donc à nouveau qu'il y a de la rejouabilité, malgré le fait qu'on va jouer avec les mêmes éléments de jeu, vous l'avez compris. Vous allez, vous, réagir à ces événements-là, en tant que joueur, forcément, bien sûr, puisqu'on est pris émotionnellement dans la partie, mais aussi en tant que personnage, et on s'envoie des petits messages. On peut être tous dans la même pièce, on peut jouer à distance, je pense que dans la même pièce avec la même BO, c'est là où on a la meilleure expérience de jeu, et on se dit waouh, mais là il s'est passé un truc de fou. Imagine, il y a quelqu'un qui vient de taper à ma porte, je sais pas si je dois répondre, il est en train de me demander des trucs bizarres, tac 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 tac. Waouh, c'est très 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 original comme proposition. Je pense que si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle de votre vie, c'est un super moyen de commencer. Alors attention, c'est une expérience totalement ovni, totalement unique. Vous allez avoir du mal à retrouver ce genre d'expérience dans du jeu de rôle traditionnel où il y a souvent un maître du jeu et surtout des thématiques très différentes. Et puis là, je pense que les rôlistes convaincus ils vont sortir un petit peu de leur zone de confort aussi en se lançant dans ce jeu. Donc vous l'avez compris, Alice is Missing, c'est vraiment une expérience à part entière. C'est vraiment une expérience à part entière dans le monde ludique, mais c'est vraiment une expérience à part entière dans votre vie. Et pour peu que ça vous titille, mais essayez-le. Franchement, essayez-le. Moi, je veux l'essayer, je veux y jouer, j'ai toujours pas pu y jouer. Normalement, j'y joue la semaine prochaine, je vous en reparle. Ok, Brian Boru. C'est un jeu qui a pour thématique l'unification de l'Irlande lorsqu'elle était attaquée par les Vikings. Je suis pas allé voir sur Wikipédia cette fois-ci, donc je ne vais pas étaler ma science que je ne possède pas sur ce sujet. C'est un jeu de stratégie qui va se jouer donc avec un plateau qui représente les différentes régions de l'Irlande, avec les différentes villes. On va faire forcément des points dans ce jeu-là. Comment est-ce que ça se joue? Eh bien, c'est un jeu dans lequel il va y avoir un certain nombre de manches. À chaque manche, il va y avoir tout d'abord une phase de draft. Donc nous avons des cartes en main. J'en choisis une, je passe au voisin. J'en choisis une, je passe au voisin, ainsi de suite. Le draft. Et puis, il va y avoir une phase de jeu où on va aller essayer de récupérer des villes. Ou pas. Comment est-ce que ça se joue? C'est très simple, il y a un joueur actif. Ce joueur va choisir une ville, dire moi, je demande à avoir celle-ci. Et là, jeu de pli. Les cartes que vous avez en main, on va les jouer. Donc tout le monde va jouer une carte. Si vous voulez la ville en question, il faudra jouer une carte de la couleur de la ville en question. Il y a 3 couleurs. On va regarder la valeur la plus élevée parmi les bonnes couleurs, parce que vous pouvez aussi jouer de ne pas jouer la bonne couleur, et tant pis, la ville elle n'est pas à vous. Et on va regarder si vous gagnez ou si vous perdez. Donc la personne qui gagne la ville va gagner la ville, ce qui est déjà bien en soi, et va pouvoir effectuer un petit pouvoir. Donc il y a différentes encoches sur les cartes du jeu, et l'encoche du haut, le petit cadre du haut, ça vous dit ce que vous gagnez. Là, comme ça là, hop là. Par contre, si vous perdez, si ce n'est pas vous qui avez la valeur la plus élevée, vous allez regarder le bas de la carte, il y a 2 petits cadrans comme ceci, vous en choisissez un des 2, et vous allez faire les effets qu'il va y avoir à l'intérieur. Comme action, vous allez avoir la possibilité de gagner de l'or, ça c'est bien. Vous allez avoir possibilité de monter sur une piste de mariage. Et en gros, c'est une sorte de course. Premier joueur qui arrive en haut de la piste de mariage, bim, ça fait un mariage arrangé. Ça vous rapporte plein de bonus politiques, en gros, mais pas que, plein de bonus divers et variés. Les autres joueurs, ils ne pourront pas se marier à cette manche-là. Ils vont gagner des bonus suivant comment ils sont classés dans cette piste de mariage. Vous allez pouvoir également, comme action, combattre les Vikings. Alors ça va être très important de combattre les Vikings, parce qu'en fait, ça fait des points, tout simplement. Et si tous les Vikings n'ont pas été combattus, le joueur qui a le moins combattu les Vikings, il va se prendre une invasion de Vikings dans la poire. Je laisse la moto passer.
Autre action qu'il est possible de faire, vous allez pouvoir faire copain-copain avec l'église. C'est une sorte de jeu de majorité. Lorsque vous allez avoir la majorité, hein, on va faire une check de fin de manche avec l'église, eh bien vous allez récupérer un monastère, si je dis pas de bêtises. Vous allez pouvoir le placer dans une ville qui vous appartient et cette ville va compter double. Et ça va être très intéressant parce que l'un des moyens principaux de faire des points dans Brian Boru, ça va être d'avoir la domination, d'être en majorité dans les différentes régions. Donc on gagne des points en étant en majorité, en battant des vikings, en faisant copain-copain avec l'église, en faisant des mariages, bref, il y a plein de moyens d'avoir des points. Tout ça, ça va vraiment se prendre en compte. Et alors, ce qui est vraiment plaisant dans Brian Boru, c'est le contrôle qu'on va avoir. Moi, souvent, les jeux de pli, ça me frustre un petit peu parce que je trouve que, alors ça dépend des jeux, hein, mais je trouve qu'on a du mal à avoir du contrôle sur ce qu'on a en main et surtout ce que ont les autres en main. Là, du fait que vous ayez drafté, vous avez une idée de ce qu'ont les autres joueurs. Vous ne savez pas exactement. Tant mieux d'ailleurs, mais vous avez une idée de ce qu'ils ont en main et donc de ce qu'ils peuvent répondre. En plus de ça, et ça c'est intéressant dans les jeux de pli par contre, bah vous pouvez choisir de perdre, de ne pas vouloir cette ville, parce qu'en fait vous allez jouer cette carte là pour ses effets, donc des cartouches du bas, et bah, de toute manière dans vos majorités, a priori, elles vous intéressaient pas plus que ça. Donc, à l'instar de Alice is Missing, mais alors dans un style tout à fait différent, Brian Boru, on est sur du gros ovni, plutôt initié. Ceci dit, si bah, vous décidez que Brian Boru ça va être votre premier gros jeu, franchement, je pense que ça s'y prête bien parce qu'il n'y a pas 3 tonnes de règles, il y a vraiment une certaine finesse dans l'écriture, c'est très lisible, on a un plateau un petit peu comme Le Roi est mort puisqu'il s'agit du même auteur qui fait très old school médiéval et là vous pouvez vous dire ouais ok ça fait un peu jeu à l'allemande de il y a 15-20 ans, et ben franchement pas du tout, ça lui donne un super petit cachet comme Le Roi est mort en fait et on est tout de suite plongé dans la thématique. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Waouh, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ce petit format où je fais un peu l'imbécile, mais c'est parce que d'habitude je parle aux collègues quand on fait la vidéo et donc bah, je parle 50% à la caméra, 50% à eux en fait finalement et j'ai vraiment l'impression de m'adresser à quelqu'un qui est présent dans la pièce et là non. Du coup j'ai l'impression de parler tout seul, mais je sais très bien que vous m'écoutez. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait plaisir, ça va me soutenir pour continuer à faire les petits tournages tout seul sur le mois d'août, même si de toute manière je suis très motivé parce que j'ai envie de vous parler de toutes les nouveautés qui vont arriver. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne mais que vous la regardez, mettez un petit abonnement, s'il vous plaît. C'est trop cool parce que bah, pour nous ça fait toute la différence. Pour vous ça change pas grand chose si ce n'est que vous allez désormais avoir une petite annonce ping si vous mettez la cloche tous les vendredis midi avec votre vidéo du vendredi et de temps en temps le dimanche, et bien quand il y a un focus, on décale le focus tout seul, clac, coupé, et donc il y a une vidéo focus le dimanche. En parlant de ça, ça va être tout de suite un focus sur Critical Fondation saison 1. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Critical Fondation saison 1. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'est une grosse boîte pleine de matériel d'initiation au jeu de rôle. On est sur du jeu de rôle traditionnel, donc il va y avoir un MJ, un meneur de jeu, une personne qui est garante des règles de l'univers et du bon déroulement de la narration et de la partie de manière générale, et puis des joueurs qui vont incarner chacun un personnage et qui vont vivre des aventures, une aventure avec un grand A. Alors dans Critical Fondation saison 1, il y aura peut-être une saison 2, on est dans un univers de science-fiction, un petit peu ce qu'on appelle le cyberpunk, donc c'est pas de la science-fiction dans un futur très très lointain avec des vaisseaux spatiaux, etc. etc. On peut beaucoup plus se l'approprier puisque c'est un monde relativement proche dans l'avenir, dans lequel les corporations, donc des entreprises très puissantes, ont malheureusement pris le pas sur les nations, et nous, on va faire partie d'une unité spéciale qui vérifie, qui fait attention à ce que ces personnes-là ne s'en prennent pas trop à l'humanité. Vous allez être donc accompagnés par le jeu, au travers de 9 épisodes. Il y a un épisode 0 également, en tant que joueur, mais également en tant que maître de jeu. Ça signifie que bah, si vous avez toujours voulu jouer à du jeu de rôle et que bah, vous n'avez jamais franchi le cap, parce que beaucoup de lectures, parce que la peur de ne pas y arriver, parce qu'il y a plein de livres qui vous donnent les règles telles quelles et il faut se débrouiller, bah là, vous allez être très heureux, puisqu'on vous tient vraiment la main du début à la fin. Alors on vous tient la main, au début vous allez avoir les petites roulettes, et puis on vous dit attention, ici il y a une marche,
marche, va plutôt à gauche parce qu'à droite c'est pas une bonne idée. Enfin bref, en gros, en tant que MJ, vous allez être vraiment guidé sur un petit fil rouge dont il ne faut pas dépenser, mais au fur et à mesure des épisodes, vous allez avoir de plus en plus de liberté jusqu'au dernier épisode où on va pouvoir commencer à faire de l'improvisation en tant que MJ. Et ce qui est bien, c'est donc vraiment le fait d'y aller tout doucement. On va prendre confiance en soi, on va acquérir les compétences nécessaires pour être un bon MJ, mais tout en n'oubliant pas de s'amuser. Les scénarios, ils sont donc sous forme de petits livrets comme ceci. J'ai ici l'épisode 1, alors je ne vais pas zoomer trop proche parce que pas de spoil, mais bien c'est très simple, on vous donne la préparation. Donc que faut-il préparer? Vous allez avoir par exemple des cartes d'illustration pour montrer à vos personnages les différents lieux, les différents personnages, les différents objets qui vont être emmenés à croiser durant ces aventures, durant ces scénarios. Alors on appelle ça des épisodes, c'est une saison, donc chaque scénario c'est un épisode, format un petit peu Netflix, c'est très malin comme approche, j'aime beaucoup. On va donc vous dire le matériel dont vous allez avoir besoin, un petit synopsis, donc pour moi, en tant que MJ, savoir à quoi m'attendre. On va vous demander de lire un paragraphe. Alors ce paragraphe, vous pouvez y mettre l'intonation, le ton qui va bien, vous pouvez le lire tel quel, enfin c'est vous qui voyez, vous allez vous approprier le jeu comme vous le souhaitez. Et donc le déroulement du scénario avec des étapes clés, des étapes optionnel, peut-être que vos joueurs ne vont pas s'intéresser à tel ou tel élément de scénario et il sera donc mis de côté. Il y a des éléments de scénario qui sont très importants, donc là le jeu va vous donner des astuces sur comment guider les personnages vers ces éléments de scénario, et c'est bien parce qu'on a durant les premiers scénarios un petit effet couloir, hein, c'est-à-dire qu'on sait dans quelle direction on va, on peut pas trop dépasser, et en même temps une véritable liberté pour jouer les personnages, et quand même il y a une marge de manœuvre qui permet de garder le plaisir de jeu. Évidemment, comme dans la plupart des jeux de rôle classiques, il va y avoir du lancer de dés. Ici, ce sont des dés à 12 faces. Ce sont des dés un petit peu particuliers, puisque contrairement aux dés à 12 faces classiques, ils ne vont pas jusqu'à 12. Il y a une face avec une petite croix, ça c'est un échec, ça vous n'allez pas l'aimer. Et puis des valeurs 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, pardon, qui sont réparties de manière différente. Alors c'est la même chose sur tous les dés, puisqu'on a chacun notre petit dé. Et en fait, c'est très très simple, hein. Vous allez avoir donc, vous en tant que joueur, votre personnage. Alors votre personnage, il a une classe, une spécialité. Par exemple ici, c'est la carrière militaire. Donc j'aurai plutôt des bonus en physique. Et vous allez avoir 4 caractéristiques. Ça c'est très commun dans les jeux de rôle. Les caractéristiques ici, donc seulement 4, c'est bien, c'est pas trop. L'adresse, le mental, la physique et le social. Enfin le physique et le social. Et donc vos personnages sont double face, masculin-féminin, pour qu'on ait le choix. C'est toujours agréable. Vos caractéristiques, donc par exemple ici j'ai un bonus en physique, je le vois parce qu'il est souligné en rouge, et bien lorsque j'aurai un test de physique à faire, je jette mon dé, j'ai ici fait un 2, comme c'est un test de physique et que je suis militaire, je gagne un bonus, je suis à 3, et en fait il y a un seuil de difficulté à atteindre. Si la difficulté était de 3 par exemple, je suis très content, je vais donc réussir à dépasser ce test, donc par exemple enfoncer une porte, action classique, si j'avais pas été le militaire et que j'avais fait 2, j'aurais peut-être pas réussi, et il y aurait eu forcément des conséquences. On va également avoir tout un tas de matériel, des petits jetons qui représentent des objets que le meneur de jeu va pouvoir distribuer aux joueurs pour vraiment se les approprier, regarder comment ils sont faits, puis avoir la sensation de les posséder au final, ces objets. Des petits jetons un peu neutres, divers et variés qui vont permettre de compter certaines choses, des comptes à rebours, des munitions, que sais-je. Et puis des jetons comme ceci pour les héros qu'ils vont récolter au fur et à mesure de leurs aventures et qui pourront dépenser pour faire des actions d'éclat. Donc en fait, en plus de jeter votre dé classique, vous allez jeter ce petit dé pyramidal, hexagonal, je ne connais pas sa forme, à 8 faces, et normalement vous allez faire un plus joli score. Des pochettes pour sauvegarder vos personnages entre chaque partie, ainsi que les indices et autres objets que vous avez trouvés. Hop là, pas de spoil, ça c'est très pratique, c'est très bien fait, c'est basique. D'une partie sur l'autre, j'ouvre ma petite enveloppe et je reprends là où j'en étais. Mais, et surtout, bien sûr, l'écran du maître du jeu, et l'écran du maître du jeu c'est un écran donc en solide à 4 volets. À l'intérieur il va y avoir tous les récapitulatifs de règles. Très franchement, une fois qu'on a lu les règles, on n'a plus besoin d'y revenir parce qu'on a ça sous les yeux, et ça c'est quasiment l'intégralité des règles. Les règles, elles sont très simples, elles sont minimalistes, et pourtant elles permettent de faire plein de choses. C'est très malin. Il y a vraiment un petit côté gestion de ressources avec de l'énergie, éventuellement des munitions, ces petits jetons qui vont vous permettre de faire des actions un peu plus puissantes. Donc si vous êtes habitué à faire du jeu de société, vous n'allez pas être perdu du tout et vous allez retrouver certains plaisirs de jeu. Cet écran, hop là, donc évidemment le MJ le garde de son côté, magnifique illustration.
Oui, il faut le dire quand il y a un bel écran. Et surtout, et alors ça vraiment c'est génial, je vous l'ai dit, il y a des petites cartes comme ceci, celle-ci, je peux vous la montrer, c'est l'épisode 0. On va aller attaquer une base. Eh bien, une base parce qu'il se passe des trucs pas très cool là-bas. Eh bien, j'ai ici une petite encoche pour aller mettre la carte. Et ça vous permet, vous, les joueurs qui allez être autour de la table, de pouvoir consulter quand vous le souhaitez. C'est gadget et en même temps c'est génial. Alors Critical Foundation saison 1, ça arrive en fin d'année, ça va être distribué par Gigamic. Gigamic que j'ai embêté parce que je voulais vraiment cette boîte, je voulais vraiment y jouer et vous en parler parce que je l'avais vu en journée pro et je m'étais dit ça sent très très bon. Donc merci Gigamic, franchement vous assurez. Il va y avoir, j'espère, je pense, une saison 2. Il va également y avoir une boîte dans un univers de Medieval Fantasy qui arrivera plus tard. Et Medieval Fantasy, c'est un peu plus classique, mais je ne doute pas que ça va être très bien fait. Moi, je ne vous cache pas que cet univers science-fiction m'a vraiment parlé. Alors, je suis fan de science-fiction. Pourtant, j'ai joué avec des personnes donc, qui ne sont pas spécialement rôlistes, qui ont passé un excellent moment, des excellents moments, sauf s'ils ont fait semblant, et ça leur a parlé quand même, même ceux qui n'étaient pas fans de science-fiction. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ce n'est pas de la science-fiction où votre imaginaire va carburer et vous allez vous poser des questions sur l'univers et sa complexité. On comprend rapidement l'univers et ses enjeux, et les personnages qu'on joue, malgré le fait que ce soit des militaires, des scientifiques et autres, sont assez proches de ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple dans des séries. Et, je le répète, je le dis à chaque fois, mais il y a une raison à ça. C'est une boîte d'initiation. C'est fait donc pour initier des gens. Alors soit personne ne connaît le jeu de rôle autour de la table et c'est pas grave, ça va très bien se passer quand même. Ou alors il y en a quelques-uns qui connaissent très bien, qui connaissent un peu plus le jeu de rôle et on va se tirer vers le haut les uns les autres, on va s'entraider, mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, il n'y a pas de grande difficulté. C'est très bien emmené, mais c'est aussi le genre de jeu, si vous êtes rôliste confirmé, qui va vous permettre de changer un petit peu de format. Ce format saison, épisode, façon série Netflix, ça marche bien. Moi, je suis rôliste, je pense qu'on peut le dire, confirmé, régulier. J'adore les jeux plus complexes, avec plus de règles, plus de possibilités. Et en même temps, j'aime vraiment beaucoup ce genre de format où c'est très rapidement efficace, on va droit au but. C'est pas des parties qui durent des heures non plus, donc quand on a un planning serré, c'est très pratique puisqu'il y a donc 9 ou 10 scénarios, si je dis pas de bêtises, qui font entre une demi-heure et 45 minutes chacun. Donc si vous faites une soirée jeu, rien ne vous empêche de faire 2, 3, 4 scénarios si vous êtes motivé. On arrive à la fin de ce focus. Je suis très content de vous avoir parlé de ce jeu parce que je l'attends, mais avec une grande impatience. Il me tarde de vous le proposer en boutique. En attendant, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.